Imaginez vous réveiller un jour et réaliser que les gratte-ciel qui définissent la ligne d'horizon de votre ville ne sont plus des symboles de puissance, mais des monuments de dette. Des tours de bureaux à moitié vides, des centres commerciaux abandonnés, des prêts en défaut silencieux derrière des portes closes et des banques qui prétendent que tout va bien. Pendant des années, les analystes ont affirmé que la prochaine crise financière ne viendrait ni du logement, ni de la bourse, ni des crypto-monnaies. Mais si la véritable menace se cachait à la vue de tout, enfermée dans des tours de verre et des bâtiments commerciaux que nous croisons chaque jour, et si le nouveau 2008 n'était pas une crise immobilière résidentielle, mais un effondrement de l'immobilier commercial déjà en cours sous nos pieds? Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir à un monde d'avant les visioconférences, d'avant le télétravail, d'avant les centres-villes désertés. Pendant des décennies, l'immobilier commercial ou CRE était considéré comme l'un des actifs les plus sûrs. Les entreprises signaient des baux à long terme, les centres commerciaux étaient bondés et les banques prêtaient des milliers de milliards en supposant qu'il y aurait toujours une demande pour des bureaux et des espaces commerciaux. Les fonds de pension construisaient leurs promesses de retraite sur les revenus stables de ces bâtiments. Les compagnies d'assurance comptaient sur le CRE pour équilibrer leurs engagements à long terme. Et les banques régionales, en particulier aux États-Unis, structuraient l'essentiel de leur bilan autour de prêts commerciaux jugés indestructibles. Pourtant, sous cette confiance se cachait une fragilité profonde. Le CRE ne fonctionne pas comme le logement résidentiel. Il dépend de 3 piliers: une forte occupation, des loyers prévisibles et des taux d'intérêt bas. Si l'un de ces piliers s'affaiblit, les valorisations chutent. Si les 3 s'effondrent simultanément, comme cela se produit ces dernières années, le système entier devient instable, quelle que soit son apparente solidité. Le point de bascule, bien sûr, fut l'année 2020. En l'espace d'une nuit, le télétravail est devenu la norme. Ce qui n'était autrefois qu'un avantage est devenu une attente. Les entreprises ont réalisé qu'elles n'avaient plus besoin d'immenses plateaux de bureaux. Les employés ont découvert qu'ils pouvaient être aussi productifs, parfois davantage, depuis chez eux. Des quartiers d'affaires entiers se sont transformés en villes fantômes. Le choc que l'on croyait temporaire s'est discrètement mué en changement structurel. Les taux de vacances ont atteint des niveaux inégalés depuis les années 1970. Mais voici la vérité la plus sombre. Les bâtiments étaient vides, mais les prêts qui les soutenaient ne l'étaient pas. Ces dettes, représentant des milliers de milliards, continuaient d'être comptabilisées comme si rien n'avait changé. À mesure que la vacance augmentait, les revenus chutaient et la valeur des propriétés s'effondrait. De nombreux immeubles refinancés à l'ère des taux ultra bas sont aujourd'hui impossibles à refinancer avec les taux actuels. Plus de 2,2 billions de dollars de dettes immobilières commerciales arrivent à échéance d'ici 2027, et une grande partie ne survivra pas dans un monde où les taux d'intérêt ont triplé. Avant d'aller plus loin, si cette analyse vous est utile, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Cela aide énormément la chaîne à dévoiler les mécanismes cachés de la finance mondiale. Revenons maintenant plusieurs décennies en arrière pour comprendre comment cette bulle s'est formée. Après la crise financière de 2008, les banques centrales ont abaissé les taux à près de zéro et inondé les marchés de liquidités. Les investisseurs, en quête de rendement, se sont massivement tournés vers l'immobilier commercial. Les promoteurs ont emprunté à des taux historiquement bas. Les villes ont encouragé des projets gigantesques. Les plus hautes tours de nombreuses grandes villes ont été construites durant cette ère d'argent, bon marché. Pendant un temps, tout semblait logique. Les profits des entreprises augmentaient. Les géants de la tech élargissaient leurs bureaux à un rythme effréné. L'urbanisation progressait. Le commerce en ligne n'avait pas encore remplacé les magasins physiques. Le CRE paraissait intouchable, un actif soutenu par du béton, de l'acier et des contrats à long terme. Mais l'histoire nous enseigne que la stabilité engendre souvent l'excès de confiance. L'origine de la bulle actuelle repose sur une série d'hypothèses erronées. Que les bureaux seraient toujours indispensables, que les centres-villes resteraient toujours animés, que les centres commerciaux se redresseraient toujours, que le coût de l'endettement resterait toujours faible. Ces hypothèses étaient tellement intégrées au modèle financier que personne ne les remettait en question. La bulle n'a pas été créée par cupidité, mais par complaisance. Pendant ce temps, une autre force transformait silencieusement le paysage, la technologie. Bien avant la pandémie, les outils de collaboration numérique et les plateformes de télétravail évoluaient rapidement. La pandémie n'a pas créé la nouvelle culture du travail, elle a accéléré une transformation déjà en marche. Les employeurs ont vu qu'ils pouvaient réduire leurs coûts. Les employés ont vu qu'ils pouvaient gagner du temps et de la flexibilité. Les villes, conçues sur le modèle du trajet domicile-travail, se sont soudainement retrouvées mal adaptées au monde nouveau. Puis vint l'ingénierie financière. Les titres adossés à des prêts commerciaux, CMBS, regroupaient des dettes risquées et les vendaient comme des investissements sûrs. Les agences de notation les classaient AAA,
même lorsque les immeubles perdaient leurs locataires. Les banques refinançaient les prêts encore et encore pour éviter de déclarer des pertes, créant une illusion de stabilité. Cette alchimie financière masquait des fondamentaux fragilisés exactement comme avant 2008 avec les prêts hypothécaires résidentiels. Le point de rupture ne fut pas un effondrement brutal, mais une lente dégradation. Les vacances augmentaient. L'activité locative se contractait. Les entreprises réduisaient leur présence physique. Les géants technologiques, autrefois les plus grands locataires de bureaux, commençaient à céder leurs espaces. Dans certaines villes, l'occupation des bureaux reste inférieure à 50% des niveaux pré-pandémiques. Un immeuble à moitié vide ne peut pas maintenir la même valeur qu'un immeuble plein. Pourtant, pendant des années, les prêteurs ont fait semblant que rien n'avait changé. Les chiffres sont alarmants. À San Francisco, les immeubles de bureaux ont perdu plus de 35% de leur valeur. À New York, des bâtiments entiers se vendent avec des décotes allant jusqu'à 60%. À Los Angeles, des complexes entiers sont mis aux enchères au prix du terrain seul. Certains immeubles ont été purement abandonnés. Ils coûtent plus cher à entretenir qu'ils ne valent. Cela nous mène à la phase des conséquences. Les banques régionales, qui détiennent près de 70% de tous les prêts CRE, sont directement exposées. Beaucoup ne peuvent absorber de grandes pertes sans risquer l'insolvabilité. Certaines prolongent artificiellement les prêts pour retarder les pertes. D'autres avertissent déjà leurs actionnaires d'une hausse des défauts. Les fissures sont visibles même si les autorités évitent d'en parler publiquement. Les gouvernements et banques centrales tentent des solutions superficielles. Crédit d'impôt pour convertir des bureaux en logements, réglementation assouplie, modification temporaire de prêts, programme de revitalisation urbaine. Mais ce ne sont que des pansements sur une plaie profonde. Les conversions sont coûteuses, techniquement complexes et parfois impossibles selon la structure des bâtiments. Et aucune politique ne peut forcer des millions de personnes à revenir dans des bureaux qu'elles ne souhaitent plus fréquenter. Pour comprendre l'ampleur du problème, regardons l'histoire. Le Japon a connu un effondrement de l'immobilier commercial dans les années 1990, dont certains marchés ne se sont toujours pas remis 30 ans plus tard. Les États-Unis ont traversé la crise des caisses d'épargne dans les années 1980, exacerbée par les baisses du CRE. Chicago, dans les années 1970, a vu son centre-ville dépérir pendant presque 2 décennies. L'histoire montre que les crises du CRE sont lentes, douloureuses et transforment durablement les villes. Les données actuelles dévoilent le même schéma. Des analystes estiment que les immeubles de bureaux américains pourraient perdre jusqu'à 40% de leur valeur. L'Europe souffre de normes environnementales strictes qui rendent obsolètes de nombreux bâtiments. Le Canada atteint des niveaux records de vacances. La Chine, déjà aux prises avec une crise immobilière résidentielle, voit maintenant son secteur commercial vaciller. Ce n'est pas un problème local, c'est un ajustement mondial. Et voici le danger invisible. Le CRE est profondément interconnecté. Lorsque les valeurs chutent, les recettes fiscales des villes diminuent. Les fonds de pension s'affaiblissent. La construction ralentit. L'emploi recule. Les banques réduisent le crédit. Et un cercle vicieux se met en place, une spirale descendante qui rappelle étrangement l'amorce de 2008. Que retenir de tout cela? Premièrement, la bulle du CRE n'est pas un accident soudain, mais le résultat de décennies de suppositions erronées. Deuxièmement, le système financier est massivement exposé, surtout les banques régionales. Troisièmement, les villes entrent dans une transformation profonde. Le modèle urbain du XXe siècle, fondé sur le travail en présentiel et les trajets quotidiens, est en train de disparaître. Et voici l'avertissement final. Toute crise financière commence par le déni. En 2006, on disait que le marché immobilier résidentiel était solide. En 1990, le Japon croyait que ses propriétés ne pouvaient jamais perdre de valeur. Aujourd'hui, les régulateurs assurent que le CRE est contenu. Mais les données racontent une autre histoire. Tours vides, loyers en chute libre et milliers de milliards à refinancer. La question n'est pas de savoir si certains bâtiments vont s'effondrer, mais quelle sera l'ampleur du choc lorsque les pertes ne pourront plus être dissimulées. Si vous souhaitez comprendre ces forces qui redéfinissent déjà l'économie mondiale, abonnez-vous, aimez la vidéo et activez les notifications. Nous continuerons à dévoiler ce que d'autres préfèrent ignorer, les liens secrets entre argent, pouvoir et crises qui façonnent notre monde. À très bientôt pour un nouvel épisode.